On va commencer ? Je t'écoute, je suis prête. Et si on pouvait aider la planète avec sa fourchette et avoir un impact sur la société à chaque bouchée ? Ce podcast donne la parole à ceux qui cultivent des solutions pour nous aider à mieux manger. Chaque mois, ils nous livrent ici les ingrédients d'une alimentation durable et ils apaisent notre faim de mieux comprendre, enfin, ce qu'il y a dans nos assiettes. Bienvenue, je suis Julie Vanocelle et vous écoutez La Recette. La recette La recette de quoi, du bonheur ? Alors on parle bien d'une recette de cuisine. J'aimerais bien qu'on me donne la La recette. recette que j'essaye d'appliquer tous les jours. Alors j'en ai plein des recettes. Donc je vais vous donner la recette la plus simple. Alors, est-ce que vous êtes déjà venu manger chez nous ? Est-ce que vous êtes locavore ? J'ai appris récemment que ce mot, locavore, a été inventé en 2005 en On Californie. les propose avec des produits frais. La chef Jessica Prentice avait alors eu l'idée avec quelques amis, tout adeptes comme elle des produits locaux, de lancer le défi aux habitants de San Francisco de ne manger que local pendant 1 mois. Pour faire parler de leur projet, elle décide de se surnommer les locavores. Très vite, ce néologisme se répand et il est même élu 2 ans plus tard mot de l'année aux États-Unis avant de débarquer en Europe. Depuis, manger local est devenu pour beaucoup d'entre nous une habitude. Et encore plus depuis la pandémie qui nous a poussés à repenser nos modes d'approvisionnement mondialisés. Maintenant, imaginez des plats symboles de cette mondialisation, des plats parfois décriés, souvent adorés. Imaginez des pizzas et des maquis préparés à partir d'ingrédients locaux, mais aussi bio, de saison et en circuit court. Ici, on propose des maquis. Et c'est justement ce que fait le restaurateur locavore que je reçois dans cet épisode. Il y a 5 ans, il a choisi Lyon pour concrétiser son projet de pizzeria locale et de saison. Un concept qu'il a étendu ensuite au maquis japonais. Et comme une idée en amène souvent une autre, il est aussi producteur de sauce soja française et bio. Alors, comment réconcilier une cuisine d'ailleurs avec des produits d'ici ? Quels aliments peut-on, et ne peut-on pas, trouver à proximité ? Et d'ailleurs, le local dans l'assiette, qu'est-ce que ça change ? Eh ben c'est parti. Je m'appelle Étienne Rosan, je suis restaurateur à Lyon. J'ai les restaurants L'Hippopète et Ape, dans lesquels on fait dans l'un des maquis et dans l'autre des pizzas à partir de produits locaux et de saison. Elles sont au four, il y en a pour 3 minutes. Alors il y a de la sauce tomate bio, de l'huile d'olive, du basilic frais et puis donc de la burrata. C'est tout. Et c'est ça et c'est peut-être ça la recette de ce foutu bonheur. Bonjour Étienne, je suis très heureuse d'être ici dans l'un de vos 2 restaurants en plein cœur de Lyon. Juste en face de la rue se trouve un restaurant de sushis. Ici nous sommes dans une pizzeria. Des sushis, des pizzas, ce sont des plats emblématiques parmi les plus consommés partout dans le monde et qui sont souvent associés à la fast-food. Alors pourquoi ce choix et qu'est-ce qui fait votre différence ? Bonjour Julie, merci pour cette invitation. Ici, effectivement, on fait des pizzas et des maquis avec des produits locaux et de saison. Chaque restaurant a sa spécialité. Comme tout le monde, nous sommes consommateurs, nous sommes clients de restaurants. Et c'est parti tout simplement du constat qu'on aurait bien aimé, avec mon frère et mon père, quand on va dans un restaurant de maquis ou de pizza, savoir tout simplement ce qu'on mange et avoir un peu de transparence, avoir un peu une histoire sur les producteurs qui sont derrière. Et la façon la plus simple d'avoir une histoire à raconter sur les produits qu'on propose, c'est de connaître les producteurs. Et pour ça, il n'y a pas plusieurs solutions. Il faut que les producteurs soient proches du lieu de transformation du restaurant. Donc si on veut un restaurant transparent, il faut un restaurant qui travaille avec des producteurs près de chez nous. Donc c'est ce qu'on a décidé de faire avec les maquis et les pizzas. Alors on va y revenir. Est-ce que d'abord vous pouvez m'en dire plus sur vous, Étienne ? Où avez-vous grandi ? À quoi ressemblait votre enfance, les plats de votre enfance ? Eh bien, j'ai grandi en Ardèche pendant 15 ans. Les 15 premières années de ma vie, c'était en Ardèche. Donc c'est là où j'ai appris la culture potagère avec mon grand-père. J'ai appris la cuisine avec plutôt mes grands-mères et mon père. Et donc moi, j'ai grandi au milieu des champs, dans un petit village d'Ardèche du Nord. Donc pas du tout l'Ardèche très touristique du Sud, mais l'Ardèche plutôt vallonnée, plein de châtaigniers, où il y a vraiment de quoi faire de la belle culture potagère. Et il y a toujours eu très tôt du coup un goût pour les produits de qualité en circuit court. Donc ouvrir un restaurant à Lyon avec l'idée de faire dans le local, de faire dans le respect des saisons, c'était très évident.
Et heureusement, je constate que de plus en plus de restaurateurs de la nouvelle génération, pour eux aussi, c'est une idée assez évidente de faire en circuit court, local et de saison, donc c'est très rassurant, même si malheureusement, il reste très minoritaire. Du coup, quel a été votre parcours ? Est-ce que vous avez un parcours de restaurateur ? Alors non, pas du tout restaurateur, plutôt très entrepreneurial et assez scolaire. J'ai décidé de faire beaucoup d'études puisque quand j'avais 14 ans avec mon frère, on a commencé à faire de l'entrepreneuriat, organisation de festivals de musique dans notre maison ardéchoise. C'est un projet qui était très formateur, passionnant, humainement incroyable, mais qui s'est soldé par on peut le dire, plutôt un échec financier. Et à la suite de ça, donc j'avais 17 ans quand ça s'est terminé, je me suis dit qu'il fallait absolument que je me forme et que voilà, je sois un peu plus légitime pour entreprendre à nouveau. Donc là, j'ai décidé de faire le parcours classe préparatoire ENS, ensuite l'école de commerce, l'EM Lyon. Donc ça a toujours été des études très avec beaucoup de compétitions, beaucoup de concours, et j'étais très là-dedans. Et je pense que j'étais dans un moment dans ma vie où ça m'allait très bien d'être dans un circuit un peu tout tracé. Et à la fin de l'EM Lyon, je me suis dit qu'en fait, ça me convenait pas du tout de faire comme mes petits camarades de classe. D'aller faire du conseil, d'aller travailler en banque, d'aller faire des choses comme ça, qui sont des choses qui sont très intéressantes quand même, mais il se trouve que moi ça me parlait pas du tout. Moi j'avais besoin de faire des choses avec mes mains, j'avais besoin d'être dans l'action, j'avais besoin d'être dans l'humain, j'avais besoin d'être aussi un peu capitaine de mon destin entrepreneurial. Et moi mon ambition elle s'est tout de suite portée sur essayer de faire un restaurant et autour d'un produit que tout le monde connaît, parce que moi n'étant pas issu de l'école hôtelière, je sais pas faire autre chose que de la pizza. Et alors, comment on fait pour faire une pizza locale ? Comment on fait pour faire des makis locaux ? Parce qu'a priori, quand on pense sushi, on pense saumon, avocat, gingembre, soja. La pizza, ça, on a besoin de tomates, de mozzarella. La tomate, on n'en trouve pas toute l'année, en tout cas, quand on respecte la saisonnalité du produit. La mozzarella, c'est plutôt d'origine italienne. S'approvisionner en local, pour vous, j'imagine que c'est un sacré challenge. Comment vous faites ça ? Oui, en effet, c'est un challenge et j'ai jamais douté, mais pour autant, ça a toujours été très intellectualisé, le fait que c'était possible de faire une pizza à partir de produits locaux et de saison. Et idem pour le maki. Le maki, je crois que 2 mois avant l'ouverture, j'avais jamais encore tout à fait fait de maki. Et l'idée qu'il était possible de faire un maki avec un riz de Camargue français, avec de la truite française et avec des algues de Bretagne. Dans ma tête, c'était évident que c'était possible, mais je l'avais jamais vraiment vérifié par mes propres moyens. Mais j'ai toujours eu la foi. Je pense pas que c'est comme si j'avais eu vraiment la foi dans le terroir français et dans sa capacité à nous apporter tout ce dont on avait besoin pour faire tous ces plats très exotiques. Et je crois que c'est vraiment une question de volonté. On peut tout faire en France. On a un terroir qui est extrêmement riche. Et avec ça, on peut faire toutes les cuisines les plus exotiques. Là, on a des producteurs qui sont capables de nous faire du gingembre dans la Drôme, de la citronnelle en Ardèche. On est capable d'avoir du miso en Bourgogne grâce à un monsieur qui s'appelle Hervé qui a sa fabrique de miso en Bourgogne. Donc le miso, c'est un ingrédient indispensable pour faire une cuisine japonaise. Donc vraiment, il y a tout pour. Après, il faut juste avoir envie de se donner ces moyens-là et accepter aussi de gagner moins d'argent, moins vite, quoi. Et c'est ça la vraie question. Ça demande de la patience de fonctionner comme ça. Mais en tout cas, moi, je trouve ça passionnant et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis absolument ravi de faire ce que je fais. Parce que j'ai douté après mon école de commerce de ce que j'entreprenais là. Je me demandais si je passais pas un peu à côté de mon parcours professionnel un peu tout tracé. Mais après quelques mois de doute, là aujourd'hui je suis absolument épanoui et vraiment passionné par ce que je fais et passionné parce que on a des producteurs autour de chez nous qui sont vraiment passionnants, qui ont un vrai savoir-faire, qui aiment en parler, qui transpirent la passion et ça c'est ce qui fait que le quotidien est vraiment extraordinaire, quoi, et qu'on ne s'ennuie jamais. Vous faites des makis, sans saumon, parce que vous avez dit truite. Oui. Oui, en effet, je crois que beaucoup de Français aujourd'hui savent que le saumon c'est un carnage écologique, c'est un carnage sanitaire, et personne n'a envie de cautionner ça, et pour autant, il y a beaucoup de chaînes qui continuent à utiliser ces produits-là. L'élevage de saumon en Suède, en Norvège, c'est des saumons qui se mangent entre eux, qui vivent dans leurs excréments, et ensuite, ces beaux saumons arrivent dans notre assiette et on les mange allègrement. Donc nous, on s'est dit que ça serait bien de voir avec les poissons autour de chez nous. Donc actuellement, nous on part avec une truite de la maison Murgade en Isère. Et donc voilà, c'est bien plus proche. On sait ce que les truites mangent, on sait comment elles sont produites et ça fait toute la différence.
Et idem pour l'avocat. Nous, on ne voulait pas prendre de l'avocat aussi. Il y a pléthore de reportages qui nous disent à quel point l'avocat, c'est un carnage. Drame social, drame écologique. Il y a toutes les raisons pour ne plus en manger. Pour autant, les avocats de toast, les restos à avocats ouvrent à Lyon, là notamment, pour ne pas le citer, mais il y a un restaurant qui vient d'ouvrir, sa carte est construite autour de l'avocat. C'est une aberration écologique. Et pour les gens, pour autant, voilà, ça a l'air de bien fonctionner quand même. En tout cas, nous, ça, c'est des produits qu'on ne voulait pas trouver chez nous. Donc, pour remplacer l'avocat, qui est quand même assez sympa en goût et en bouche, eh bien, on l'a remplacé par du guacamole. Donc, c'est une préparation à base de pois chiches qui se rapproche à peu de choses près du guacamole. Donc, cette petite préparation à partir d'avocat. Sauf que là, du coup, c'est pois chiches en base. On met un peu d'huile d'olive, du sel, du gingembre, de la Drôme, des citrons du sud de la France quand c'est possible. Ça fait partie des petites choses aussi qu'on s'octroie, c'est que on peut aller le chercher un petit peu plus loin, comme ça reste très marginal dans notre utilisation. Mais voilà, ce guacamole, du coup, il se rapproche en beaucoup de points du guacamole, donc c'est assez bluffant. Ça pousse à la créativité de faire des maquis locaux. Vous devez trouver des idées tout le temps. Ouais, tout à fait. C'est ça qui est passionnant quand on a une contrainte de faire en local, en respectant les saisons et en circuit court. C'est que du coup, ça nous pousse à trouver des solutions. Et c'est l'entrepreneuriat que j'aime bien, ça. On se fixe des barrières, des limites qui nous semblent justes, et ça nous pousse à être créatifs. Mais c'est vrai que les limites, ça permet d'être très créatif. Ça, j'aime beaucoup, ouais. Et alors, vous faites comment pour les pizzas ? Et pour les pizzas, alors je dirais que c'est là où l'idée de notre restaurant est la plus aboutie. Pour l'Hippopète, on a encore quelques petites difficultés à faire rhône-alpin, ça c'est clair, et à faire français. L'Hippopète, c'est les sushis, hein, c'est ça ? Oui, tout à fait. L'Hippopète, c'est les sushis, et le restaurant Ape, pour hiver, automne, printemps, été, l'acronyme des 4 saisons, pas dans l'ordre. Ça, c'est notre restaurant de pizza. Et lui, il est vraiment à 95% rhône-alpin, puisqu'on trouve, pour les ingrédients principaux, on trouve la farine dans l'Ain. Le fromage, il vient d'un lait qui vient du Vercors, de la Chartreuse et des Beldon. Et bien, ce lait, il est transformé en mozzarella. Et pour ce qui est du coulis de tomate, donc c'est un coulis de tomate qui est bio, français, qui est un tout petit peu au sud de la région Rhône-Alpes. Enfin, c'est toute la vallée du Rhône qui nous fournit ces tomates-là. Donc on arrive en tout cas à avoir une base quasi totalement rhône-alpine, française, biologique. Et toute l'année, le coulis de tomate, par exemple, lui, du coup, il est récolté en saison. Donc principalement en juillet-août, et ensuite il est conditionné dans des contenants de 2 kilos qui nous permettent d'utiliser effectivement le coulis de tomates l'hiver, mais avec des tomates qui ont été récoltées quand il fallait. Ça fait toute la différence, quoi. Et vous avez aussi de la viande pour les pizzas, le jambon, vous approvisionnez où ? Oui, tout à fait. Là, ça reste une fois de plus très rhône-alpin. On a déjà un collectif qui s'appelle Agrise et qui nous permet d'avoir des super légumes en agroécologie de la région Rhône-Alpes. Là, donc, c'est une bonne vertu du circuit court. C'est Agrise, avec ses camions, passe dans les différentes exploitations, rassemble tout et ensuite dispatche aux différents restaurants lyonnais. C'est vrai qu'avec le circuit court, l'inconvénient qu'on peut avoir, c'est si chaque producteur livre indépendamment chacun de ses clients, au final l'empreinte carbone elle est au final assez élevée. Là du coup c'est rationalisé et ça permet de faire du circuit court très très bien pensé et très neutre d'un point de vue carbone. Et pour ce qui est de la charcuterie, elle vient de Amplepuis, de la GAEC de Montcharvet. Donc c'est un monsieur qui s'appelle Fred et qui élève donc ses porcs et les transforme ensuite en différentes charcuteries et viandes. Il n'y a pas de sel nitrité utilisé pour ces charcuteries-là, c'est pour ça qu'elles sont pas de la couleur, pas du rose emblématique de chez Fleur et Michon, mais voilà, c'est un rose qui est très pâle, très gris, mais c'est ça le vrai jambon, et il fait des charcuteries exceptionnelles. Vous les connaissez bien, j'ai l'impression. On s'appelle, on se connaît, on visite leur exploitation. C'est ça tout l'intérêt du circuit court. C'est ce qui fait aussi que ça prend du temps. Et c'est ce qui fait aussi qu'on trouve ça passionnant. Mais ça, c'est le travail le plus long. Nous, en tout cas, dans la construction de nos restaurants, la plus grande difficulté, au-delà de trouver le bon local, le personnel, les financements, la motivation, c'est de trouver les producteurs. Et ça, c'était le plus gros du travail. Ouais. Et comment vous faites ? Vous vous imposez un secteur géographique, un nombre de kilomètres, local, ça veut dire quoi ?
Local, ça veut surtout dire rapport de proximité avec les producteurs. En tout cas, il faut qu'on connaisse comment ils travaillent, être capable de vérifier l'information. Et pour ça, faut que ce soit en tout cas proche, avoir un lien avec eux. Le côté kilométrique, il est très important. C'est la règle qu'on essaie de s'imposer principalement. C'est pour ça que Ape est à 95% Rhône-Alpin. Il y a un produit qui n'est pas Rhône-Alpin, c'est la burrata. Elle vient des Pouilles en Italie. Actuellement, nous, on n'arrive pas à trouver de burrata française, alors qu'on fait beaucoup de fromage de vache en France. Donc, je me disais que ça serait bien, en tout cas, qu'un producteur se mette là-dessus, parce que vraiment, c'est ce que nous vendons, je pense, le plus ici. C'est ce qui est le plus demandé, la burrata. Parce que travailler en circuit court, c'est très exigeant et ça met en tout cas les finances à rude épreuve. Il faut quand même arriver à trouver ce petit équilibre entre porter ses valeurs le plus loin possible et quand même arriver à durer. Donc c'est pour ça que la burrata, c'est une petite entorse qu'on accepte bien volontiers. Mais par contre, on n'irait pas vers des entorses comme accepter le saumon, accepter l'avocat, accepter les crevettes de Madagascar chez l'Hippopète de notre restaurant de maquis. Il y a quand même évidemment des lignes rouges, mais ce qu'il faut, c'est arriver à trouver ce bon équilibre, quoi. Et ça passe par dialoguer avec ses producteurs. Le locavorisme, on le sait, c'est une vraie tendance de consommation. Vous avez basé votre concept justement là-dessus, sur le local. Mais faire le choix du local justement pour les consommateurs, qu'est-ce que ça change concrètement dans l'assiette ? Ça change tout. De manger local, ça a des répercussions à tous les niveaux et ça peut avoir des implications macro. On mange à peu près 3 fois par jour. Donc 3 fois par jour, on a l'opportunité de manger... Par exemple, le midi, on a l'opportunité de manger McDo ou l'Hippopète. On pourrait dire que c'est un choix anodin, mais pas du tout. Quand on mange l'Hippopète, on paye pour des gens rémunérés correctement. En tout cas, nous, nos cuisiniers, nos salariés font les 35 heures, sont pas soumis à des cadences infernales comme c'est le cas, par exemple, dans un McDo. Et en matière de goût aussi, notre vrai objectif, c'est de remettre le goût au cœur des produits, redécouvrir la qualité des ingrédients. Le problème avec toute cette alimentation transformée ou qu'on nous présente comme organoleptiquement préservée, même après être passé par une phase de surgélation ou de conservation sous vide, c'est que tout se perd, il n'y a plus de goût. Résultat, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent même plus le goût véritable de l'ail, le goût véritable d'une carotte, le goût véritable d'un peu de persil. Si on mange tout déshydraté, tout lyophilisé, tout surgelé, on sait plus ce que c'est un véritable produit. Moi, c'était un vrai choc de voir à quel point l'industrie agro peut nous présenter les choses comme préservées d'un point de vue goût, alors qu'en fait, c'est un mensonge total quand on fait la comparaison dans nos cuisines. Donc nous, ce qu'on essaie de mettre au cœur de notre restaurant, c'est le goût, parce que la vie est quand même un peu plus sympa quand on mange des choses qui sont puissantes. Donc manger chez nous plutôt que manger dans un McDo, ça fait toute la différence d'un point de vue fiscal, social, environnemental, écologique. Ça, c'est évident, puisque nous, tous les producteurs en tout cas 90% de nos producteurs sont proches de chez nous géographiquement. Et ce qui permet de limiter considérablement l'empreinte carbone. Et on est aussi sensible au bien-être de ceux qui produisent tous ces fruits, tous ces légumes, toutes ces charcuteries de qualité. Tout le monde sait qu'il y a un agriculteur qui se suicide tous les 3 jours, et une façon assez simple de faire en sorte qu'il y ait plus ces drames, c'est de les rémunérer correctement. Donc ça passe par ne pas négocier les prix. Nous, c'est ce qu'on fait, ne pas négocier. Le producteur nous donne son prix et on l'accepte. Si on fonctionne vraiment en circuit court sans intermédiaire et avec des producteurs qui comprennent vraiment l'intérêt du circuit court, en général, les prix sont très intéressants, bien moins chers que dans l'industrie agroalimentaire. Après, il y a certains producteurs qui essaient justement de rattraper le fait de se faire spolier leur marge par l'industrie agroalimentaire en proposant des prix très élevés en circuit court. C'est un peu dommage, mais je peux comprendre pourquoi ils le font. Mais en tout cas, certains, comme c'est le cas de la Gaïque de Montcharvet, qui font une qualité extraordinaire et qui pour autant ont des prix très compétitifs. Ça prouve que le circuit court, pour les restaurateurs, ça a du sens économiquement, quoi. Justement, sur le prix, c'est très intéressant parce que souvent, manger local, manger de qualité, souvent on dit que c'est plus cher. Mmh. Est-ce que c'est vraiment plus cher ? Et comment on fait pour rendre justement la qualité accessible à tous ? Moi, je dirais que ça ne coûte pas plus cher de manger local. Et ce que nous, on essaie de prouver avec
en restaurant A&P Lipopette, c'est que ça coûte pas plus cher d'avoir accès à une alimentation vraiment de qualité, puisque nous, nos maquis ne sont pas plus chers que chez nos concurrents, pour ne pas les citer, on va dire un peu premium. Nous, on vend nos maquis à un peu moins de 1 euro pièce, ce qui est largement dans les prix. Et pour autant, on utilise des produits nobles, bien produits. Et nous, le pari, c'est de se dire que si nos clients sont contents, s'ils s'y retrouvent d'un point de vue prix et d'un point de vue goût, ils reviendront. Et peut-être que les 2 premières années sont un peu difficiles, et ça a été le cas. Nos 2 premières années ont été un peu délicates, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas prévues, des dépenses imprévues. En tout cas, moi, j'estime qu'à moyen long terme, mon restaurant est très solide, très pérenne, et j'aurais peut-être un peu moins gagné ma vie depuis le début, mais en tout cas, j'aurais gagné ma vie de façon pérenne et durable. Et c'est ce qui fait que je vois les années à venir de façon très très tranquille, quoi. On vous sent engagé, Étienne, presque en colère. Pourquoi il est si important pour vous, ce combat ? Eh bien, il est important parce que ça a vraiment des implications tout de suite de notre quotidien, à moyen et à long terme, de changer sa façon de s'alimenter, pour le bien-être des producteurs qui souffrent énormément, pour l'environnement, réduire la distance entre le lieu de production et le lieu de consommation, c'est absolument essentiel. Pour valoriser aussi ces savoir-faire qu'on estime mais qui se perdent avec le temps, malheureusement. On sait bien que la paysannerie en France se réduit comme peau de chagrin. Mais ce qu'il faut, c'est que en grande majorité, dans les 90-95% de notre alimentation, il y ait le respect du producteur, le respect de sa rémunération, le respect de sa santé, le respect du goût qu'on trouve dans l'assiette. Quels sont vos projets, Étienne ? Vous serez où dans 5 ans ? Eh bien, dans 5 ans, j'espère pouvoir vous dire que on fera partie des gens qui comptent dans le milieu de la sauce soja française et bio. En tout cas, c'est ce à quoi nous on s'escrime avec mon frère et mon père. Le restaurant Lipopette, il a une petite particularité, c'est qu'il est le premier producteur de sauce soja française et bio. Puisque quand j'ai ouvert Lipopette, moi ça me paraissait inconcevable de proposer mes maquis avec autre chose qu'une sauce soja française. Et j'ai été un peu triste. Pas facile de trouver du soja en France. Pas facile de trouver en tout cas impossible de trouver une sauce soja française, encore moins bio. Et c'est pour ça du coup qu'on s'est mis en tête de la faire par nous-mêmes. Donc au début c'était très expérimental, on a pris nos grosses marmites, on a trouvé quelques producteurs de fermentation de soja et on a commencé à cuisiner. On a fait des tests avec du vinaigre balsamique, on a fait des réductions, on a utilisé pas mal d'agrumes aussi pour ça. Et l'objectif c'était d'arriver à imiter les sauces soja que tout le monde connaisse, parce que l'idée c'est de jamais, en tout cas perturber complètement les habitudes de goût des consommateurs, mais de juste leur montrer que pour le même prix, ils peuvent avoir quelque chose de bien plus goûtu, mais l'idée c'est de pas non plus les perdre. Donc là on voulait quand même arriver à s'en rapprocher, et à force de travail dans nos marmites, dans les cuisines de Lipopette, le restaurant de maquis, eh bien on est arrivé à mettre au point la première sauce soja française, qui se trouve être bio. On a 2 recettes, une sucrée et une salée, et aujourd'hui notre travail c'est de continuer à développer doucement mais sûrement nos restaurants, et aussi de développer ces sauces soja là en les proposant dans des épiceries de qualité, dans des restaurants de qualité, en tout cas des gens qui sont touchés par notre démarche de vouloir proposer la première sauce soja française et bio. Avant d'ouvrir mon restaurant de maquis Lipopette, ça me paraissait impossible de faire du soja français, en tout cas une sauce soja française, et en m'intéressant à la question, je me suis rendu compte que la France a beaucoup d'atouts d'un point de vue agricole, puisque on est le 17e producteur mondial de soja. On fait beaucoup de riz, on fait beaucoup de sel de qualité, on fait beaucoup de sucre de qualité, et donc on a tous les ingrédients en fait pour faire une sauce soja française et bio. Et je m'interroge pourquoi ça n'a pas été fait plus tôt. Pourtant Arnaud Montebourg, ça fait quelques années qu'il nous dit que le Made in France à la cote. Donc je m'interroge, mais en tout cas, nous on est les premiers à faire ce qu'on fait. On est très heureux et on va essayer de pousser très fort pour que chacun puisse manger un peu plus de sauce soja Lipopette et un petit peu moins de sauce soja Kikkoman. Toutes ces sauces Kikkoman, Suziwan et autres. On a goûté beaucoup de sauce soja du coup dans le cadre du développement de notre sauce à nous. Et on s'est rendu compte que leur sauce soja, ce n'était que du sel, que de l'eau, et un petit peu de soja pour donner quand même un petit peu de goût.
Et ça, c'est pour les sauces les mieux faites, mais pour les autres, c'est des colorants et c'est des ersatz, quoi. Donc, en tout cas, il n'y a rien de très traditionnel dans les sauces soja qu'on trouve dans nos supermarchés et qui coûtent quand même assez cher. Il vient d'où, en fait, ce soja français? Parce que souvent, le soja qu'on consomme, on sait qu'il vient plutôt de l'autre bout du monde. Vous dites qu'on est le 17e producteur de soja dans le monde. C'est super intéressant. Moi, j'ai entendu dire que le soja français était plus destiné à l'alimentation des animaux. Oui, c'est très vrai. Effectivement, le soja, actuellement, il est utilisé par quelques producteurs de tofu en France. Donc ça, c'est très intéressant. Mais la plupart, effectivement, est destinée à l'alimentation du bétail. Donc l'idée, c'est d'en prendre une petite partie pour faire de la sauce soja française et bio, parce que c'est vrai que toute la sauce soja qui est consommée en France, elle est faite à partir de soja dont on ignore la provenance, mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas du soja français, quoi. Et européen, il y a peu de chance, quoi. C'est du soja qui vient de très très loin. On sait pas comment il est fait. Il faut vraiment remettre le produit brut au cœur de notre alimentation. Pour la santé, pour le goût, pour le bien-être de tout le monde, quoi. On revient toujours aux mêmes conclusions, dans tous les cas. Et donc, il vient d'où, ce soja? Alors, le soja, effectivement, vient département de la Charente et du Rhône. Et l'idée, ça va être d'aller un peu explorer tous les différents départements où on fait du soja pour aller encore plus loin dans ce travail fait sur le sourcing du soja, quoi. On a aussi du riz qui est utilisé dans les sauces soja. C'est une fermentation de soja et de riz. C'est pour ça que notre sauce soja est plus claire que les sauces soja traditionnelles, qui elles sont faites avec du soja et du blé. Et c'est le blé qui donne cette couleur noire, mythique. Hyper intéressant. Il y a d'autres choses comme ça que vous voulez nous apprendre? Les fun facts sur la sauce soja, non, au-delà du fait que la sauce soja qu'on consomme en général dans nos supermarchés, c'est les pires matières premières et les pires taux de sel utilisés, malheureusement. Enfin, c'est que des tristes anecdotes, malheureusement, sur la sauce soja. Donc, en tout cas, voilà, il y a tout pour faire des choses très exotiques avec des produits français. Et ça, c'est le cœur de mon projet avec mon frère et mon père. C'est pour ça que Ape, pizza locale et de saison. C'est pour ça que Lipopette, Maki locale et de saison. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, du coup, Maison Lipopette, producteur de sauce soja française et bio. Et il y a plein de choses à faire. Moi, ce que j'aimerais bien faire peut-être un jour, c'est aussi un tacos, donc vraiment à la mexicaine, mais avec du maïs français et tous les ingrédients qu'on met dans un tacos qui sont sans problème trouvables en France, quoi. Sans avocat. Sans avocat. Avec du guacamole. Absolument. Dernière question, Étienne. Ce podcast s'appelle La Recette. Ça évoque quoi pour vous, la recette? Ce serait quoi votre recette à vous? Celle que vous auriez voulu qu'on vous donne peut-être, ou celle que vous voulez donner à ceux qui nous écoutent? Ma recette, à moi en tout cas, je dirais, et c'est ce que j'ai vraiment appris avec ces 5 années-là, essayer de porter l'idée de faire des restaurants à partir de produits locaux, de saison, en circuit court, et faire en sorte que tout le monde s'y retrouve à tous les niveaux. Les producteurs de fruits et légumes et de charcuterie, nos collaborateurs, ceux qui font la cuisine au quotidien, et les clients, ceux qui mangent aussi au quotidien, c'est vraiment d'apprendre à aimer la patience. Nous, en tout cas, notre restaurant Ape et Lipopette, ils ont mis beaucoup de temps à trouver leur modèle. Dès le début, ils étaient ambitieux, en tout cas là-dessus. Mais je dirais vraiment que c'est avec le temps qu'on apprend, nous, à mieux fonctionner avec nos producteurs, mieux fonctionner avec ce circuit court qui est quand même très exigeant, qui demande beaucoup plus de travail que n'importe quel autre fonctionnement de restaurant. Donc faut aimer que les choses prennent du temps à arriver, un peu comme un producteur qui qui prend le plaisir aussi à voir ses légumes pousser et à faire la récolte à un moment ou à un autre. Nous, on est en train de récolter en tout cas les belles graines qu'on a semées il y a 5 ans. Merci beaucoup, Étienne. Je vous souhaite bonne continuation, plein de succès dans vos projets. Merci Julie pour l'invitation et à bientôt. Merci pour votre écoute. La Recette est un podcast indépendant, alors si vous voulez le soutenir, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour être notifié des prochains épisodes. Et surtout, si vous avez aimé celui-ci, parlez-en autour de vous, cela permettra de faire connaître le podcast. Merci.